La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. Bon, eh bien, bonjour à tous, à ceux présents dans la salle et en ligne. J'ai la tâche de commencer à introduire cette réunion thématique qui portera sur la financiarisation du foncier agricole avec un regard croisé Brésil-France. Je suis Pierre-André Dufresne, je travaille pour l'association Acter qui co-organise cette réunion thématique. Alors cette réunion thématique s'insère dans les activités d'Acter à plusieurs titres. C'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir l'organiser grâce à la présence de Sergio Leite en France. Donc, pour rappeler rapidement quelques activités d'Acter, dans le cadre du Fonds de vie pour la Terre et des ressources naturelles, Acter anime des réflexions sur l'accès à la terre dans le monde grâce à la discussion commune entre des organisations paysannes d'Asie, d'Europe, de l'Ouest, d'Europe et d'Amérique latine. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très heureux d'accueillir d'organiser cette réunion thématique. À l'échelle française et européenne, donc, dans le cadre du groupe foncier France-Europe, on mène des travaux de plaidoyer et de réflexion législative sur notamment au niveau de la loi. Récemment, on parlait de l'actualité en France et au niveau européen sur des réflexions autour d'un observatoire européen du foncier qui est en cours de réflexion avec des partenaires européens. Donc si ces activités vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Acter et à nous trouver différentes activités. Concernant donc, la réunion thématique, elle s'inscrit dans un cycle de réunions thématiques qui est en cours. Récemment, nous avons eu une discussion thématique autour des mécanismes de dépossession de la terre et de l'eau en Palestine avec une intervenante Julie Trottier dont la synthèse est disponible en ligne. Vous pouvez la retrouver, on va la mettre dans le chat et est disponible sur le site d'Acter. Et pour faire une rapide présentation des réunions thématiques qui sont à venir, on peut citer l'agroécologie, politique publique et différenciation socio-économique au Sri Lanka, avec Olivier Ducourtieu qui aura lieu le 16 décembre 2024, et d'autres avec un programme qui est disponible aussi sur le site d'Acter. Donc ce cycle se fait en collaboration avec des membres d'Acter et des diverses équipes de recherche. Donc nous sommes effectivement toujours preneurs de suggestions pour des discussions thématiques et de bonne volonté pour les organiser. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions et à venir vers nous pour organiser ce type de réunion. Cette réunion en particulier se fait en collaboration donc, avec le laboratoire CEP de l'Université Paris 13, représenté aujourd'hui par Emma Thibault, à qui je laisse la parole pour introduire la séance qui nous intéresse aujourd'hui. Merci, quelle transition magnifique. Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'introduction de cette séance Pierre-André. Je suis ravie de l'animer en duo à la modération. Merci à Sergio, à Robert, à tout le monde qui a participé à l'organisation et qui est présente aujourd'hui. Donc moi je suis Emma Thibault, je suis doctorante en économie donc, au laboratoire CEPN de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, anciennement Paris 13. Je suis aussi chargée d'enseignement à Sciences Po Lille. Je travaille sur la question des accaparements de terres, notamment au Brésil, en économie politique. Et je suis aussi membre d'Acter et CA d'ailleurs, depuis plusieurs années. Pour la séance d'aujourd'hui, on vous propose ce regard croisé à l'occasion du séjour de recherche de Sergio et puis des diverses activités mentionnées par André au niveau de Acter. Donc on vous proposait de les écouter chacun leur tour pour mettre en place leur contexte respectif, le Brésil et puis plutôt la France avec les références à l'Union européenne pour Robert. 15 minutes chacun, si ça vous convient. Ce qui nous permettra de relancer ensuite une ou deux questions d'approfondissement et puis ensuite d'ouvrir largement la discussion avec tous et tous présentes ce soir, en ligne également. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez pour X ou Y raison pas la possibilité de prendre la parole au micro, on peut aussi les retranscrire à l'écrit dans le chat. Si c'est possible de bien couper vos micros pendant la présentation, c'est mieux. Sans plus attendre, je pense que je vais partager l'écran et puis laisser la parole à Sergio. Peut-être, je peux payer la très importante, ce serait quand même la présentation, un peu plus explicite, pardon. C'est vrai qu'on se présente de manière informelle avant que tout le monde soit connecté, mais je vais quand même présenter un peu mieux nos deux intervenants. Sergio Pereira Leite, qui est professeur à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro, qui est coordinateur aussi du GEMAP. C'était un séjour de recherche
Robert Levesque, qui est président de l'association Acter, qui a travaillé des années à Saint-Père. Je vous laisse la parole, mais j'espère que je vous ai bien présenté justement. Et je vais partager votre thème de ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de venir à Alter. Un grand merci pour Emma pour faire toute cette démarche-là, pour travailler dans l'organisation de cette réunion thématique et aussi Pierre-André, Mathieu, Robert. C'est un grand plaisir de rencontrer Michel aussi. Je vais partager avec vous quelques réflexions sur ce thème de la financiarisation du foncier agricole au Brésil. Et je vais commencer avec quelques données plus générales de l'agriculture brésilienne pour penser un petit peu cette discussion de la financiarisation au-delà de la transformation agraire au Brésil. Bon, je ne sais pas si ça marche. Oui, oui. Donc, oui. Parce que j'ai changé Toi, ici. tu vois, et la salle va le voir dans quelques Ah, secondes. bon, Voilà. oui, bien, oui, oui. Donc, maintenant, je vais partager quelques réflexions à propos de ma recherche en cours sur ce thème de la financiarisation de l'agriculture brésilienne que je mène au dedans du GEMA, ça veut dire les groupes d'études en changement social et politique publique agrobusiness. Bon, c'est un travail en équipe, des étudiants, des profs, des collègues, donc nous sommes en train de faire une recherche plus élargie sur ce thème-là. Nous sommes dans les premiers ans, c'est une recherche de 3 ans, pour penser l'impact et aussi la caractérisation de la financiarisation de l'agriculture brésilienne. Donc, je vais commencer à partir de quelques données plus récentes de l'agriculture. On peut voir dans les recensements derniers de l'agriculture brésilienne ce processus de concentration foncière au Brésil. C'est très fort quand même. On peut voir dans les cadres qui, par exemple, les unités agricoles de 1000 hectares au plus représentent, par exemple, 1% du nombre de pays au Brésil, mais touche presque la moitié de la surface agricole. Donc, c'est combien difficile de parler de démocratisation foncière avec une structure agraire concentrée. Donc, c'est ça, c'est un défi historique du Brésil de faire la démocratisation et la réforme agraire à partir d'une dimension historique de la concentration foncière. C'est pour ça, par exemple, à partir des données aussi du recensement agricole, on peut voir les poids et la spatialisation du nombre d'unités agricoles en plus des 1500 hectares. On peut voir dans la carte à gauche, c'est 2006. La carte à droite, c'est 2017, ça veut dire les derniers recensements agricoles. On peut voir la spatialisation, surtout des zones plus foncées au centre-ouest brésilien, mais surtout aussi au nord-est, dans quelques parties de l'Amazonie, en particulier dans l'État, la province de Pará. Donc ça représente quand même une spatialisation de la production des commodities. Ici, c'est un... Bon. Maintenant, je vais présenter un petit jeu de cartes. Ici, c'est la canne à sucre. Et je montre ici la spatialisation entre les années 93, entre les années 73 et l'année 2018. On peut voir cette concentration chaque fois plus forte à São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, de la production qui est
complètement élargi à cause de la production de l'éthanol, par exemple. Il fait son expansion pour la zone centre-ouest aussi, Mato Grosso do Sul. C'est les mêmes cas du soja, 73 à 2018, avec les données de l'IBGE, ça veut dire l'Institut brésilien de géographie statistique, qui va montrer très bien cette spatialisation en direction à la dimension du Cerrados. Cerrados, ça veut dire une sorte de savane brésilienne, surtout en direction au nord-est, en particulier cette région que nous appelons là-bas Mato Piba, ça veut dire Maranhão, Piauí, au nord-est brésilien, Maranhão, Piauí, Tocantins et Bahia. Ce sont des zones très dans le plateau du Cerrados où la production du soja a beaucoup spécialisé, mais aussi dans la région centre-est, Mato Grosso et maintenant au Pará, etc. C'est-à-dire la chaîne de la production du soja au Brésil, c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour la production et l'exportation, bien sûr, surtout vers la Chine. Donc, c'est pour ça que je mets cette table-là, pour montrer, par exemple, les changements entre les derniers 20 ans, 2000-2020. Bon, je ne sais pas si on peut voir ici, c'est un peu difficile, mais en 2000, par exemple, les exportations brésiliennes étaient surtout en direction aux États-Unis. Mais maintenant, c'est la ligne jaune ici, c'est la Chine. C'est le premier marché que le Brésil fait l'exportation. Il y a un changement de la dimension, proprement dit, de l'exportation brésilienne. Il y a un processus de primarisation des exportations du Brésil maintenant. On peut voir, 2000, il y avait agriculture, services, véhicules, etc. Et 2020, agriculture, de fer, surtout pour la Chine aussi. Donc, ce sont deux variables, ces tables orange et jaune, qui contrôlent la plupart des exportations brésiliennes. Ça veut dire que depuis 2018, plus de la moitié des exportations sont des exportations des marchandises primaires. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus de primarisation ou de reprimarisation des exportations et de l'économie brésilienne. On peut voir aussi que ce choix de production de commodities, on peut voir la ligne bleue, c'est les prix au marché international. La ligne rouge, c'est les prix au marché national. On peut voir la dépendance des fluctuations du prix au marché domestique en rapport à la fluctuation du prix au marché international. Par exemple, du soja, du maïs, du café, du riz, de la volaille, de la viande. Donc, on va chaque fois plus faire une relation plus dépendante entre la fluctuation du prix au niveau domestique en rapport au niveau international, ça veut dire pour complexifier un petit peu la question de la sécurité alimentaire au Brésil même. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète, parce que cette expansion des commodities à mettre en cause la production de biens pour les marchés domestiques, surtout des aliments, proprement dit. Par exemple, à gauche, on peut voir l'expansion en surface et production du soja et du maïs en bas. Et à droite, on peut voir l'expansion, la rétraction de la production du riz et de la production des haricots noirs. Donc, riz et haricots noirs, c'est les plats d'alimentation plus traditionnels au Brésil, avec la farine, etc. Haricots noirs, oui.
Donc, on peut voir la production d'haricots, par exemple, ça tombe dramatiquement. C'est cette graphique-là, c'est la surface avec la production d'haricots noirs au Brésil. Donc, il y a un processus de substitution entre production des aliments pour production des commodities, surtout dans des zones comme São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, etc. Donc, c'est pour ça que je voudrais montrer un petit peu ce scénario. Et dans ce prochain graphique, on pourrait voir, par exemple, le poids de l'agriculture familiale. Ça veut dire, au Brésil, on est surtout dans la dimension un petit peu entre l'agro-business et l'agriculture familiale. C'est deux catégories un petit peu élargies quand même, il y a beaucoup de diversité au-dedans, mais je vais rester avec cette double dimension. Donc, on peut voir que l'agriculture familiale, ça représente 77% des unités agricoles au Brésil, hein, et surtout 67% de l'emploi à la production agricole, 80 millions d'hectares, mais représente une portion 23% de la valeur ajoutée à la production agricole. Donc, dans ces graphiques à droite, on peut voir quand même la participation des agriculteurs familiales et non familiales entre les provinces brésiliennes, surtout au nord-est, Ceará, par exemple, Sergipe, etc., Paraíba, Pernambuco, la présence de l'agriculture familiale, c'est plus forte. Par contre, au Mato Grosso do Sul, ça veut dire la zone de production du soja, la participation de l'agriculture familiale est surtout petite. Donc, c'est pour ça que c'est une dimension qui montre très bien les défis de l'agriculture brésilienne, cette diversification sociale et aussi les modèles choisis de production et croissance vers l'especialisation des productions de commodities pour l'exportation. C'est ça que je voudrais un petit peu critiquer, parce que nous sommes, à ce moment-là, en dispute entre l'accord Mercosul-Union européenne, qui bénéficie surtout l'agro-business brésilien, pas l'agriculture familiale. Donc, bon, j'ai quelques questions pour penser la dynamique foncière au Brésil, par exemple, réforme agraire, réconcentration des terres, changement démographique, nouvelle configuration régionale, des droits pour la terre et des peuples régionaux, les résistances from below et de nouveaux conflits. Mais je vais centrer mon exposé aujourd'hui sur ce thème de la financiarisation et accaparement des terres et de l'agriculture, pour montrer un petit peu la corrélation entre la variation de prix des commodities et des terres, surtout à partir des années 2000, il y a la continuité de la valorisation aussi dans les moments de la chute du prix international des commodities à partir de 2012, 13, 14. Mais la spécialisation de la production agricole au Cerrados fait maintenir les prix élevés de la terre là-bas, et aussi bien les changements du style de financement de l'agriculture pendant les années 60-70 et les années 2000, 2010, 2020. Donc, il y a des questions comme, par exemple, le changement de cadre juridique impacte surtout ce processus de changement de la production agricole, aussi bien que les nouvelles sortes des actifs financiers au niveau international, spécialisés en terres, mais aussi au Brésil, et l'augmentation de la participation des investissements directs étrangers sur les activités agricoles là-bas. Donc, on peut parler un petit peu sur ce processus de numérisation de la propriété foncière et nouveau système d'enregistrement avec l'association au processus de financiarisation même, surtout dans ce processus de régularisation foncière,
qui mène en contact le capital international et national. Comment on peut penser aussi sur ce thème de démantèlement des politiques agraires et environnementaux depuis 2016, ça veut dire on a un coup d'État 2015-2016 avec le gouvernement Dilma Rousseff, 2007 c'est le gouvernement Temer jusqu'à 2018, 2019 c'est jusqu'à 2022 c'est le gouvernement Bolsonaro et depuis l'année dernière nous sommes au troisième mandat de Lula, non? Donc ça change beaucoup. Cette photographie de l'agriculture brésilienne. Quelques points remarqués. Pour moi, on doit faire une compréhension plus élargie de la rente foncière, y compris ce que l'économiste brésilien s'appelait en nation étrangère a nommé des quatrième rente foncière. Ça veut dire, au-delà de la rente de la terre absolue de Marx, de la rente différentielle de Ricardo 1 et 2, nous avons aussi une quatrième rente foncière, c'est laquelle est devenue tirée au processus de spéculation et valorisation spéculative de la terre au-delà de la production. C'est ça, c'est Ignacio Rangel qui a théorisé ça pendant les années 60. 70, mais d'une façon un petit peu domestique parce que ces idées n'ont pas circulé au niveau international. Donc, on peut penser la terre comme objet des investissements financiers au-delà des investissements productifs. Je vais vite maintenant parce qu'il n'y a pas de temps. Et ce processus d'accumulation pour des possessions qui nous a dit David Harvey qui va changer beaucoup l'espace, surtout dans ces zones d'expansion de la production de commodities. On commence donc un nouveau moment de globalisation financière, surtout à partir des années 2000. On part du consensus de Washington des années 80-90 pour le consensus des commodities dans les années 2010 et maintenant consensus de Wall Street, dans la dominance de la dimension financière au niveau international. Je vais un petit peu vite maintenant pour montrer, par exemple, cette concentration de groupes internationaux pendant quelques biomes d'Amérique du Sud, surtout au Brésil, dans Mato Piba, c'est justement Mato Piba ici. On peut voir là-bas, ces points en bleu, en rouge, etc., sont des bureaux d'investissement étrangers, surtout, qui sont là-bas pour faire les financements de l'agriculture maintenant. Donc, ça a été un peu changé, la carte a été un petit peu changée, mais on peut penser ce mouvement d'association entre la dimension investissement agrobusiness et l'État pour faire des conjonctions, pour montrer la capacité de l'agriculture brésilienne faire l'attraction des investisseurs internationaux. On peut montrer, à partir des données des Valor Advisors, la croissance du nombre de fonds d'investissement au niveau global. On part de 43 fonds en 2005 jusqu'à presque 1000 fonds d'investissement basés sur ressources naturelles, l'eau, la dimension foncière, etc., en 2023. Donc, il y a une partie de ces fonds-là basés sur l'investissement appliqué au Brésil. Ça veut dire surtout des fonds de farmland, de private equity et venture capital. On peut montrer au Brésil, par exemple, je viens de conclure l'année dernière une large recherche sur ce thème d'accaparement de terre, montrer que les entreprises internationales contrôlent au Brésil 9 millions et 5 000 hectares de terre. Donc, 25% de ces entreprises-là, ça veut dire 224 entreprises, 25% sont justement du marché financier.
par exemple, TAA-CREF, c'est le fonds de pension universitaire aux États-Unis, hein, China Construction Bank, les Patria, etc., sont des fonds là-bas. Donc, c'est pour ça que je voudrais montrer d'une façon très rapide que ce processus de financiarisation de l'agriculture brésilienne, il y a, à mon avis, deux caractéristiques. La première, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Hein. On peut dire que ça commence à partir des années 93, avec la création des certificats de marchandises avec l'émission garantie et surtout des titres de produits ruraux. Hein. Donc, ça va marcher d'une façon très bien que les titres aient créé une dimension financière qui a fait une différenciation très forte entre la dimension financière proprement dit et la dimension produit physique. Hein. Donc, c'est justement au gouvernement Lula 1 qu'on a assisté surtout à la création des titres de l'agrobusiness, ça veut dire une sorte de titres de l'agriculture qui montre très bien cette nouvelle façon de chercher des sources, hein, des ressources financières pour faire le financement agricole. Ça veut dire surtout la LCA, ça veut dire la lettre de crédit de l'agrobusiness qui a été créée en 2004. Hein. Donc, ça change la façon de financer et modifie surtout la construction du processus d'articulation entre la dimension productive, entre la dimension financière. Hein. Bon, en 2020 et 2022, nous sommes sous le gouvernement Bolsonaro qui a créé la loi de l'agro, 2020 la première version, 2022 la deuxième, et surtout 2021 la création de fonds d'investissement de la chaîne agro-industrielle. Hein. Ça, c'est un changement très dramatique puisqu'il y a ouvert cette possibilité d'investissement, application même à partir du marché et liquidation à partir du marché international. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que maintenant, il faut voir la balance commerciale agricole, mais aussi la balance de services, puisqu'on va faire la mission de l'argent à l'extérieur, surtout à partir de la balance de services. Je montre ici, par exemple, la composition de toute l'histoire du fonctionnement du système national de crédit agricole, ça veut dire la dimension plus conventionnelle jusqu'à la fin des années 80, mais à partir des années 90, on va commencer à chercher des nouvelles sources de financement. Jusqu'à ce moment-là, plus récent, à partir de 2018, on va construire une modification à l'intérieur même du processus de construction de funding de financement agricole en introduisant la lettre de crédit de l'agrobusiness qui représente aujourd'hui presque la moitié du fonds de financement agricole de crédit conventionnel. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut penser un processus de financiarisation au-delà de la construction même du schéma traditionnel de financement agricole. Bon, donc, la première chose à dire, ce n'est pas une chose nouvelle. On commence à faire ça dans un changement de contexte institutionnel à partir des années 90. Hein. La deuxième chose à dire, c'est qu'il y a une participation très explicite de l'État brésilien, qui va construire des instruments, il va monter des lois, il va régler tout ça, il va impulsionner, ça existe en français, non? Impulser hein, la promotion, va faire la promotion du processus de financiarisation même, surtout sous Bolsonaro. Hein. La loi agro et la loi do FIAGRO, c'est le moment plus haut d'internationalisation de tout ça. Donc, je peux montrer rapidement l'évolution de FIAGRO, par exemple, elle a été créée en 2021, maintenant en 2024, il y a augmenté beaucoup le nombre d'opérations financières. Ici, c'est les stocks des titres créés à partir du gouvernement Lula.
CPR, LCA, CDCA, CRIA, FIAGRO. On peut voir, par exemple, qu'il y a les stocks. Maintenant, par exemple, LCA, la lettre de crédit de l'agrobusiness, il y a quand même 480 milliards de reais. Hein. Donc, tout ça a augmenté beaucoup pendant ces années-là. Donc, nous avons maintenant une nouvelle façon de penser les financements à partir des instruments de financiarisation. Donc, ça va quand même faire un processus de pression sur les prix de la terre au Brésil. C'est difficile à voir ici, mais bon, on peut montrer les graphiques à gauche, c'est 2001-2013, 3 types de terres. Hein. Graphique à droite, c'est 2014-2019. Les prix de la terre au Brésil, ça continue à faire la croissance. Par exemple, ici à l'ouest du Bahia, la municipalité de Luiz Eduardo Magalhães, on peut voir que les prix de la terre vont augmenter entre 2001 et 2020 600%. Hein, et l'inflation brésilienne dans la même période, c'est seulement 1230. Donc, il y a la capacité de génération de la valeur à partir de la rente foncière extrêmement forte du point de vue de la valorisation financière même. Pour conclure, je voudrais laisser quelques questions. Par exemple, la dynamique des terres était associée au processus de financiarisation et spéculation avec les actifs agraires. C'est une nouvelle chose à partir des années 90. Nouveaux et anciens acteurs au mouvement d'expansion spatiale de l'agrobusiness, une nouvelle forme de contrôle, ça change beaucoup aussi. Hein. Nouveaux liens entre des acteurs urbains, par exemple les investisseurs, surtout basés au niveau international, et la production agricole, par exemple. Hein. Et ce nouveau contexte du capital financier à l'agriculture, une nouvelle sorte d'actifs et des acteurs étrangers. Par exemple, comment on peut penser la capacité des bureaux des investisseurs, surtout lidérés par les avocats, de comprendre la dimension spécifique de la production agricole. C'est difficile quand même pour comprendre qu'il y a les variations de prix, les cycles agricoles, des facteurs climatiques, tout ça. Non? J'ai dit aussi sur le processus de valorisation du prix des terres et des stratégies des entreprises et aussi des prix des commodities. Et comment penser aujourd'hui cette gouvernance de la terre? Je crois que c'est la construction d'une chaîne de responsabilité. Pour moi, il s'agit d'une chose chaque fois plus difficile, puisque c'est quelque chose un petit peu invisible du point de vue de la rastreabilité des investisseurs. Hein? Et on peut penser aussi comment on va faire pour la permanence et l'accès au foncier pour des paysans et des peuples originaires, hein? Surtout à partir du fait que nous avons déjà un droit humain d'accès à la terre garantisé, par exemple, pour les Nations Unies à partir de l'année 2018. Donc, ce sont des défis que je voudrais partager avec vous, surtout pour montrer l'impact, l'émergence et aussi cette instabilité créée pour le processus de financiarisation de l'agriculture brésilienne. Merci beaucoup. Je m'excuse avec le temps, mais je suis en train C'était très aller vite. Mais c'est une première partie. Voilà, l'idée, c'était de montrer ce contexte. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. On a une petite question de Jean-Louis Couture en ligne à propos de la diapositive 7. Sergio, si tu peux le remettre. 7 Oui. C'était les tableaux d'export. Ah, c'est ça? Oui. Oui. On se demandait ce que c'était en vert, les exportations. Assim en bas? En vert. C'est C'est service? Ah, ici, c'est service. Oui, ici, service. En vert qui reste entre 2000 et 2020, le bloc vert, c'était les services. C'est service. Alors, du coup, on avait prévu donc
15 minutes, 15 minutes, vu qu'il y a une présentation un peu plus large et aussi pour... c'est vrai que c'est deux contextes qui ne sont pas forcément évidents à mettre en discussion, donc on va laisser 20 minutes au moins à Robert si tu souhaites. Voilà, on a entendu donc ces nouveaux instruments finalement qui ne sont pas si nouveaux, mais en tout cas des dynamiques quand même qui sont en accélération hein, depuis les dernières années, notamment la mise en œuvre des instruments revisités sous Bolsonaro. Et du coup, est-ce que Robert, tu peux nous donner un petit panorama aussi de cette dynamique de financiarisation en France? Comment on va pouvoir faire des ponts? Alors déjà, on va régler les problèmes techniques. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, on va venir dans un autre contexte quand même très différent au niveau agricole, au niveau des structures. Donc Et puis il y a une caractéristique aussi qui est propre à la France, c'est que on n'a pas une extension de la surface agricole comme au Brésil. On est plutôt même dans une phase de diminution de la sol agricole. Alors, ce que je proposais, c'était de parler un petit peu de l'évolution du financement de la terre agricole et du financement des unités de production agricole. Et le terme de financiarisation ici est surtout lié à l'introduction, à l'expansion, l'arrivée d'argent, d'investissement de la part de non-agriculteurs, tant dans le foncier que dans les unités de production agricole. La première chose que je voudrais soulever, c'est effectivement le fait que le nombre d'exploitations en France a diminué et elles se sont agrandies en taille. Et pour accompagner ce mouvement, eh bien, il fallait de plus en plus de capitaux par unité de production. Et d'abord, on a essayé de résoudre le problème du financement du capital foncier. Et donc, la première solution qui s'est passée, c'est tout d'abord une extension du fermage à partir des années 40-50. Donc, en 1942, le fermage concernait simplement 32% de la surface agricole de la France. Et en 2020, on est pratiquement au double avec 63%. Donc, le statut du fermage a protégé les fermiers et a permis aussi finalement aux agriculteurs, aux fermiers, d'avoir moins à investir dans la terre, et ça leur a permis, c'était un peu la contrepartie, ça leur a permis de pouvoir augmenter le financement dans l'unité de production, dans le capital d'exploitation. Je voudrais passer à la diapositive. Non, mais ça. Oui. Ok. Donc l'autre. Oui. Ok, d'accord. Okay. Bien. Donc le point important, c'est que effectivement, l'extension du fermage a intéressé l'ensemble des structures agricoles. Alors peut-être souligner deux points. Un point important, c'est sur le statut des exploitations agricoles. On a d'abord des exploitations individuelles. Donc dans ces exploitations individuelles,
eh bien, c'est l'agriculteur, l'agricultrice qui détient le capital d'exploitation et qui fournit généralement la plupart du travail agricole. Dans les GAEC, c'est un groupement d'agriculteurs, mais ça fonctionne un petit peu comme une réunion d'exploitation individuelle dans la mesure où ceux qui détiennent le capital social sont obligatoirement agriculteurs et doivent obligatoirement travailler au sein dans l'unité de production. Par contre, on a les SCEA, les sociétés civiles d'exploitation agricole, qui ont été créées en 1980 et qui permettent d'accueillir toutes sortes d'actionnaires. Donc, il peut y avoir bien évidemment des agriculteurs, mais il peut y avoir aussi des investisseurs qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui vont apporter leur investissement. Et puis, on a des sociétés intermédiaires d'exploitation agricole à responsabilité limitée. C'est une création de 1985 et là, les pouvoirs publics et la profession agricole a voulu protéger le caractère familial de l'agriculture. Donc, dans ces EARL, les agriculteurs détiennent au moins 50% du capital et fournissent une bonne part du travail agricole. Donc, les exploitations qui permettent, disons, d'aller vers l'agriculture de firme, c'est plus ou moins, et on le verra, les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés anonymes. Donc, le fermage a concerné tout le monde. L'autre point important, je vais aller assez vite, c'est que le fermage concerne toutes les orientations technico-économiques des exploitations agricoles, sauf les vignes et les productions fruitières. Donc à partir du moment où il y a des plantations qui sont liées à la terre, eh bien là, on a encore un faire-valoir direct très important, ce qui peut d'ailleurs poser, enfin ce qui pose une question particulière dans la mesure où, notamment pour les productions fruitières, on est de plus en plus dépendant de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à un problème de financement de ces plantations. Donc, on a l'autre point important, c'est que la propriété foncière s'émiette par rapport à l'unité de production. Donc, on a ce graphique montre qu'on a en gros 50% des surfaces agricoles qui sont détenues par entre 80 et 90% des propriétaires. Donc ça veut dire qu'on a, selon les départements, 10 à 20% des propriétaires qui détiennent 50% des exploitations. L'autre point, c'est que le plus grand propriétaire, bien, il a entre 40 et 20% de la surface agricole. Bon, c'est-à-dire que, et l'autre point, c'est qu'on a au niveau français environ 10 propriétaires par exploitation. Donc, et on a de plus en plus de propriétaires par exploitation. Donc, le propriétaire a de moins en moins de pouvoir vis-à-vis de l'exploitant. Et ça, c'est quand même dû en partie au statut du fermage qui permet aux fermiers de garder son bail tant que le propriétaire ne reprend pas les terres pour l'exploitation personnelle. Et c'est également dû au fait que le bail rural est transmissible entre les parents et les enfants. Donc, il y a une certaine solidité. Bon, et au fur et à mesure du temps, bien
il y a de plus en plus de propriétaires par exploitation. L'autre point qui rejoint le thème de la financiarisation, c'est la propriété sociétaire. Donc, on a encore une propriété privée qui est très importante, puisqu'on est à plus de 85%, on est à environ 85% des propriétaires sont des propriétaires privés. Les EFA concernent 4% de la surface agricole. Alors, ça, ce sont des chiffres de 2020, c'est-à-dire que ça a doublé en 30 ans, entre 1990 et 2020, comme les surfaces détenues par des sociétés civiles immobilières. Et puis, on voit petit à petit les sociétés d'exploitation agricole, notamment les SCEA et les SA, contrôler une partie, et être propriétaires d'une partie des terres qu'elles exploitent. Et puis, on a des personnes morales et des les collectivités publiques ont toujours eu des terres, notamment dans les zones de pâturage en montagne et autres. Mais il y a aussi un tout petit mouvement de collectivités publiques qui achètent des terres pour maîtriser un petit peu les personnes qui vont venir s'installer, venir cultiver ces terres. Mais c'est un mouvement. Puis il y a d'autres personnes morales qui détiennent 680 000 hectares, environ 3% de la SAU. Et alors, que ce soit les EFA ou des SCI ou des personnes morales, il y a effectivement un petit mouvement de financiarisation, mais c'est quand même un mouvement, à mon avis, marginal et qui ne modifie pas beaucoup le paysage foncier, on pourra en reparler. Bon, et il est évident que à partir d'une étude qui a pu être faite sur 4 départements en 2015, il y a un lien entre les formes sociétaires d'exploitation et les formes sociétaires foncières, entre les SCI et les EFA, qui sont plus fréquemment présentes pour les sociétés agricoles, les sociétés anonymes et pour les sociétés civiles d'exploitation agricole. Le fait très important, qui me semble vraiment significatif, c'est l'évolution des structures d'exploitation. Donc, entre 2000 et 2020, le nombre des unités individuelles et des GAEC a reculé de 53%. On est passé de 566 000 unités à 270 000. Alors que ce sont bien les exploitations, les EARL qui progressent de 34%. Et puis surtout, on a bien les SCEA et les SA qui ont augmenté de 57%. Donc les exploitations qui augmentent, ce sont bien les SCEA et les SA. Et en termes de surface, eh bien, ce sont les SA et les SEA qui aujourd'hui contrôlent 14% de la surface agricole, c'est-à-dire plus du double de 2000. Donc ce sont ces exploitations qui peuvent être financées par des non-agriculteurs qui ont doublé leur surface et qui atteignent maintenant 14%, c'est-à-dire plus de 3 millions d'hectares. À l'opposé, donc les unités individuelles qui occupaient 77% de la SAU en 2000 n'en contrôlent plus que 58%. Donc on a vraiment une bascule là, et bon, on voit que ce sont encore les unités
unités de production familiales, paysannes, qui contrôlent le plus de surface, mais il y a un recul très net, et ce qui pointe, ce sont bien les SCEA et les SA. Et ce n'est pas un phénomène marginal, c'est pas un petit phénomène émergent, c'est quand même un phénomène de plus en plus important. Alors, ce qui importe, l'autre point que je n'ai pas souligné, c'est que aujourd'hui, d'après le recensement général de l'agriculture de 2020, dans le tiers des SCEA et des SA, les agriculteurs sont minoritaires dans le capital social. Ça veut dire que pour environ 1,5 million d'hectares, donc sur 27 millions d'hectares en France, ce qui est un peu ridicule par rapport au Brésil, j'en conviens, mais on a bien une agriculture capitaliste. Ce sont bien des non-agriculteurs qui pilotent, qui prennent les décisions stratégiques dans les SCEA et les SA. Donc là, on a vraiment une bascule, et chaque jour, on est déjà en 2024, et je pense que depuis 4 ans, on a basculé encore de plus en plus vers une agriculture où les agriculteurs, les travailleurs agricoles, ne contrôlent plus la stratégie des exploitations. Alors, je pense qu'il faut aussi voir les tendances qui sont associées à cette concentration foncière. On a de plus en plus des systèmes de production qui dégagent de moins en moins de valeur ajoutée à l'hectare. Ce sont bien les systèmes céréaliers qui prennent de l'importance. On a une simplification des systèmes de production avec une spécialisation des exploitations et une augmentation du capital d'exploitation mis en œuvre qui augmente par unité de production, par unité de travail. Et puis, on a une agriculture biologique qui est bien loin des zones de grande culture, avec un impact important sur l'environnement. Alors, pour bien montrer que le tableau montre bien que dans les exploitations individuelles et les GAEC, eh bien, la main-d'œuvre salariée représente simplement 15% du travail. Alors que dans les SCEA et les sociétés commerciales et les autres, eh bien, la main-d'œuvre salariée est majoritaire. Donc on a bien, maintenant que l'on sait qu'il y a un tiers des SCEA et des SA qui sont contrôlés par des non-agriculteurs, on sait également que on a bien affaire à des SCEA qui ont recours à un travail salarié bien majoritairement. Donc c'est bien ça, ça montre qu'on a bien une agriculture de firme qui se développe en France. Bon, je ne sais pas, donc ce sont les systèmes céréaliers qui dégagent le moins de valeur ajoutée à l'hectare, qui prennent de l'importance. À l'opposé, les bovins à lait, la polyculture élevage diminuent dans la sol agricole. Ce tableau-là montre que plus l'agriculture est capitaliste, plus il y a une spécialisation des productions. Donc, l'agriculture capitaliste, où on a le plus de SA et de SCEA, est vraiment spécialisée vers les cultures et les hors-sol, volailles et porcins. Et puis, on a l'agriculture familiale paysanne, qui est moins spécialisée, plus tournée vers la polyculture élevage et vers l'élevage bovin, que ce soit le lait ou que ce soit la production de viande bovine. L'autre point qui me semble quand même important à voir, c'est que cette agriculture, cette concentration foncière, elle est liée à une agriculture biologique
qui se développe dans le quart sud-est de la France, un petit peu dans des départements de l'Ouest, et puis un petit peu dans l'Est, mais dans tous les bassins, dans la grande partie céréalière de la France, eh bien, il n'y a pas d'agriculture biologique pratiquement. Et l'autre point qui me semble important, c'est également la fermeture, les causes de fermeture des captages d'eau potable. Eh bien, c'est bien dans les zones céréalières, dans la vallée du Rhône et puis à l'ouest de la France qu'on ferme les captages d'eau potable. Il faut savoir qu'on a fermé le quart des captages d'eau en 30 ans. Donc, en 40 ans, excusez-moi, le quart des captages ont été fermés à cause de la pollution. Alors, je ne vais pas, vu le temps, je pense que je n'ai pas tellement le temps de parler de la sous-estimation de la concentration foncière, mais simplement pour dire que les 14% de sols agricoles qui sont détenus par les SCA sont détenus par des exploitations sans doute beaucoup plus grandes qu'elles n'apparaissent dans les chiffres, dans la mesure où une personne peut détenir plusieurs SCEA. Et le meilleur exemple, c'est Arnaud Rousseau, qui compte dans les 390 000 exploitations de 2020, il compte pour 4, alors qu'il a une exploitation, effectivement, de 700 hectares, mais qui regroupe 4 SCEA. Bon. L'autre point qui est quand même intéressant de souligner, c'est le recours à des prestataires de services pour la totalité des travaux agricoles. Donc on a des exploitants officiels qui contrôlent le capital foncier en étant propriétaires des terres, mais en étant également fermiers, à mesure où avec le statut du fermage, ils contrôlent bien le droit d'utiliser la terre. Eh bien, un certain nombre de ces exploitants officiels ont recours pour l'ensemble des travaux agricoles à des entrepreneurs de travaux agricoles, alors avec des modalités très diverses. Donc, l'exploitant officiel peut payer une prestation, mais il peut aussi, en gros, mettre à disposition ses terres auprès d'un entrepreneur contre une somme à l'hectare qui, alors, au début, notamment dans le sud-ouest de la France, ça s'est traduit par la prime à l'hectare. L'exploitant se gardait l'aide à l'hectare européenne et l'entrepreneur avait la récolte et le produit. Et il y a des montages relativement, très divers où l'entrepreneur et le propriétaire, l'exploitant officiel et l'entrepreneur se partagent finalement la récolte. C'est un mode de partage de la valeur ajoutée qui se fait en fonction du rapport de force entre le détenteur des droits fonciers, l'exploitant officiel, et puis l'entrepreneur agricole. Donc c'est une sorte de financiarisation de l'agriculture. Et je pense ce qui me semble important, c'est le rapport de force entre l'entrepreneur agricole qui parfois peut avoir, que l'on entend, il y a certains entrepreneurs qui peuvent exploiter, mettre en valeur 2000 hectares, voire 3000 hectares auprès, en prenant des contrats de prestations auprès d'une vingtaine ou d'une trentaine d'agriculteurs. Donc ça, c'est
nouvelle forme d'exploitation, enfin, d'organisation. Donc, je terminerai par là. Ça intéresse préférentiellement des exploitations individuelles plutôt que CA et ARL, parce qu'on trouve un peu dans différentes formes statutaires sur recours à la prestation. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est très mal connu. Et on sait que ça concerne les grandes cultures et ça concerne la viticulture, principalement. Et je pense qu'il n'y a pas de raison enfin, ça peut concerner, il n'y a pas de raison que ça concerne plus les exploitations individuelles que les EARL, que les SCE. En gros, en France, on assiste bien à une dissociation entre le capital foncier d'une part, le capital d'exploitation et le travail. Bon, et donc, on a bien dans l'agriculture paysanne, dans l'agriculture familiale, celui qui détenait le foncier, qui détenait également le capital d'exploitation et fournissait la majorité du travail. Donc ce schéma-là, il a tenu en France et il a tenu avec notamment l'extension du fermage où on pouvait concevoir une agriculture familiale et paysanne avec un statut du fermage conséquent qui permettait aux agriculteurs de détenir le capital d'exploitation, d'assurer le travail et donc de bien contrôler les décisions stratégiques de l'unité de production. Donc le statut du fermage n'a pas remis en cause fondamentalement l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne. En revanche, l'introduction de capitaux non agricoles et la mainmise des non-agriculteurs sur dans le capital social des SA et des SCEA, là commence à changer la structure fondamentale de l'agriculture, de l'image que l'on pouvait avoir de l'agriculture française. Et donc là, on a bien, on assiste à un basculement entre l'agriculture paysanne et l'agriculture capitaliste. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de modification de la politique agricole, s'il n'y a pas de modification des modalités d'accès à la terre, s'il n'y a pas un encadrement différent des marchés fonciers, eh bien, progressivement, on va bien aller vers une agriculture capitaliste. Doucement, mais sûrement. Bon, voilà ce que je pouvais dire rapidement. Et on peut laisser la place à la discussion. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. Lorsqu'on a fait quelques échanges en amont de la réunion pour cadrer un peu l'ordre des présentations, le contenu, etc., on avait aussi avec Pierre-André réfléchi à plusieurs axes de questionnement sur lesquels on voulait vous relancer. Mais étant donné qu'on est un peu en retard sur le timing, voilà, il nous reste un gros quart d'heure avant de devoir clôturer la session. On va peut-être plutôt laisser en fait aux personnes qui souhaiteraient poser des questions, faire des relances ou souligner des axes de discussion entre ces deux cas. Peut-être faire un petit tour en essayant que les prises de parole soient pas trop longues, assez brèves, pour ensuite vous permettre de piocher les éléments que vous voulez mettre en avant, donner aussi vos réflexions l'un par rapport à la présentation de l'autre. Ça vous convient ? Super, donc qui souhaite prendre la parole, poser des questions, des remarques, etc. En ligne ou dans la salle. Alors par contre, si c'est possible de s'approcher du micro, si c'est possible pour toi, Mathieu. Jean-Louis, si tu m'entends pas, tu me diras. Je crois qu'en ligne, il faut vraiment... Ça marche.
Ça marche. Donc, ma question va s'adresser plutôt à Sergio Leite. On voit bien dans vos deux interventions qu'il y a une évolution des réglementations, des lois et des statuts juridiques d'exploitation ou des modalités d'accès au capital des exploitations. Mais pour avoir déjà entendu quelques présentations de Robert, je suis un peu plus familier du cas français, mais aussi j'ai des questions aussi. Et vous avez évoqué des outils pour le Brésil qui ont favorisé l'essor d'investissements notamment étrangers dans le secteur agricole brésilien, notamment les lettres de crédit agricole. Vous en avez parlé très vite à cause du peu de temps là, que vous aviez, mais j'aurais aimé à travers cet exemple-là, ou éventuellement un autre si vous voulez en parler, me représenter, que vous détailler un peu comment ça fonctionne, quoi ça consiste, pour me représenter un peu concrètement la manière dont ce capital arrive aux exploitations et en quoi ça marque un pas, quoi, un changement majeur dans le processus. C'est assez rare. Est-ce que en ligne vous souhaitez aussi intervenir, poser des questions? Oui, moi j'ai une question. Du coup, par rapport à la situation qui a été présentée au Brésil, moi la question que je me demande, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas finalement un processus assez similaire en fait en France d'accompagnement de l'État dans la financiarisation des terres, mais financiarisation conçue d'un point de vue un peu plus précis ou un petit peu moins large en tout cas que vous l'entendez, c'est-à-dire un processus d'acétisation, donc transformation donc, de la terre en actif financier. Et je pense que c'est un aspect qu'on retrouve en fait dans les dernières évolutions de la réglementation en France. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur l'amendement qui était présent dans la loi, me semble-t-il, Eloa, donc qui n'a pas été passé finalement, mais qui probablement sera remis à l'agenda par le pouvoir actuel, sur l'idée de transformer donc, les GFA en GFAI, donc groupement foncier agricole d'investissement, c'est-à-dire ouvrir en fait plus largement les GFA à l'épargne publique et aux fonds d'investissement. Merci. Question chacun. Ouais. Peut-être que tu... Je pense que ça serait suffisant pour le quart d'heure qui reste. C'est vrai que c'est des questions bien solides. Moi, j'en rajoute juste une parce que c'est vrai que c'est des échanges qu'on avait pu avoir aussi en amont et c'est un sujet qui est cher aussi à Acter, etc. C'est sûr, ces deux contextes et comment ils sont aussi liés entre eux et comment l'évolution de la financiarisation d'un côté est aussi liée du coup à la structure d'exportation du Brésil et ou de la France et vice-versa, et que ce sont aussi des partenaires financiers, partenaires commerciaux, pardon. Et du coup, du point de vue de résistance ou de réglementation, est-ce que, à votre connaissance, il y aurait des pistes qui ont été explorées ou qui pourraient l'être aussi en lien avec les dernières évolutions de ces instruments-là, des pistes de plaidoyer, etc. Que vous avez pu croiser dans vos activités. Je sais que c'est le cas un peu avec Acter dans vos recherches. Je peux commencer. Bon. Merci de la question là. Bon, c'est-à-dire ces instruments de l'agrobusiness ont été créés en 2004 par Lula au ministère de l'Agriculture brésilienne et je voudrais remarquer deux entre eux. Bon, la lettre de crédit de l'agrobusiness, qui c'est un titre qui fait l'émission par la banque, surtout au Brésil par la Banque du Brésil, ça veut dire la banque officielle qui finance la plupart de l'agriculture brésilienne. Et c'est un titre financier que moi-même, je peux acheter dans mon panier, dans mon home bank, mon ordi par exemple. C'est un titre qui ne paye pas des impôts de revenus, ça veut dire c'est plutôt attractif. Donc, je peux faire des investissements à court, moyen, long terme. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment donné, en 2004, les exécutifs
ça veut dire les secrétaires des politiques agricoles au Brésil, on pensait que, bon, on va subordonner la finance à l'agriculture. Donc, on va chercher des sources pour faire la diversification des sources de financement, parce que jusqu'à ce moment-là, les crédits agricoles s'étaient basés surtout sur les budgets gouvernementaux, sur les sources des impôts, sur les épargnes rurales, mais on va créer de nouveaux titres pour penser la diversification de sources. Donc, la lettre de crédit agricole et surtout les certificats de créance de l'agrobusiness. Les certificats à l'émission faite par les entreprises du système financier, par non bancaires, des entreprises financières. Au Brésil, on dit, là, par exemple, les entreprises de sécurisation. Donc, on a un marché des titres pour négocier tout ça. Je peux acheter un titre et je peux repasser à Robert, par exemple, à cause d'un prix. Et Robert va être le propriétaire de cette partie des financements agricoles. Il va reprendre les revenus après 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Donc, c'est pour ça que la législation a été fortement modifiée là-bas, pour comporter ces nouvelles façons de faire les financements, mais à partir des titres qui sont complètement instables et aussi dépendent du secteur non agricole, ça veut dire des personnes communes, comme moi par exemple, ou des gros investisseurs internationaux, comme par exemple un fonds d'investissement, un fonds de pension, un fonds souverain, etc., qui vont acheter des lettres de crédit d'agrobusiness. Donc, c'est pour ça qu'il va changer beaucoup, surtout la participation de la LCA dans la composition même du schéma de financement agricole au Brésil. Ce que je vais montrer maintenant, c'est qu'à partir de 2021, avec la création du FIAGRO, c'est le fonds d'investissement de la chaîne agro-industrielle, ça change beaucoup en plus, puisque je peux faire, par exemple, je suis une usine de production de canne à sucre. Je suis en situation un petit peu compliquée à cause des financements, etc. Donc, je vais faire une opération avec un bureau d'investissement pour créer un fonds basé sur les certificats de créance de l'agrobusiness qui va payer à l'agent qui va acheter des titres X% pendant X mois. Donc, j'ai maintenant structure une nouvelle opération négociée à la bourse, structurée à partir du certificat de créance de l'agrobusiness, pour obtenir l'argent pour faire la production, etc. Donc, ça c'est surtout beaucoup fragile dans l'architecture financière, à cause que, par exemple, il y a 3 mois, une grande opération basée de FIAGRO, basée sur ce certificat-là de créance agrobusiness, a fallu. Maintenant, il y a une bagarre entre les investisseurs et actionnaires qui veulent obtenir les rendements prévus et les propriétaires, producteurs de canne à sucre qui ne veulent pas envoyer sa propriété qui était offerte avant comme garantie de l'opération pour les investisseurs. Donc, c'est ce moment-là, c'est un moment critique des bagarres entre les secteurs productifs et les secteurs financiers. Donc, ça marche comme ça. Il y a des institutions autorisées pour faire l'émission des LCA, ça veut dire la banque, surtout la banque publique, mais c'est possible de faire de la banque privée aussi, et des institutions spécifiques pour faire l'émission du certificat de créance de l'agrobusiness, ça veut dire
ces entreprises-là de sécurisation, par exemple. Hein. Donc, on va diversifier un petit peu les fonds et avec Bolsonaro, on va ouvrir la possibilité de faire la liquidation financière de ces titres-là au niveau international. Jusqu'à ce moment-là, cette opération était obligatoire de faire au-dedans du Brésil. Ça veut dire avec les règles juridiques, etc., et financières, fiscales, etc., brésiliennes. Après Bolsonaro, il y a la possibilité de faire ça au niveau international à partir de la liquidation financière. Par exemple, je vais acheter un titre à partir de France au Brésil, je fais la liquidation ici, je paye, etc. Donc, je vais obtenir les rendements à partir de l'opération brésilienne qui va revenir chez moi en France. Donc, c'est ça, on va observer à partir de la balance du service, hein, et non pas de la balance commerciale, par exemple. Donc, ça change un petit peu la façon d'observer l'agriculture maintenant. Donc, c'est pour ça que je pense, hein, qu'il faut penser, je suis maintenant pour un mouvement international de définanciarisation. Hein. Bon, il y a quand même des autres stratégies, par exemple menées par les mouvements sans terre, les mouvements des petits agriculteurs, ça veut dire des mouvements attachés à la voie paysanne, de construire eux-mêmes des opérations FIAGRO, hein, pour des opérations de certificat de créance agrobusiness, des opérations de la lettre de crédit de l'agrobusiness pour financer la coopérative, des mouvements sans terre, etc., etc. Je ne vais pas juger ça, mais moi, je pense que c'est toujours quelque chose de très fragile, très instable, hein, et je pense que c'est le moment que la société civile commence à penser à un processus de règlement plus sévère pour la définanciarisation de l'agriculture et de l'économie. Bon, c'est quelque chose d'utopique maintenant, mais on peut penser à partir de tout ça. Hein. Je suis à l'eau la semaine dernière, là, pendant 6 heures, et on a parlé de beaucoup de choses, mais pas du tout. Et entre autres, de ce qu'on appelle généralement les externalités. Il y a toutes les catastrophes qui sont provoquées par une action. Ça marche pas? Non. En plus, il va être presque 30, donc si éventuellement on pouvait continuer à échanger après, mais peut-être après laisser Robert répondre à la question en ligne. Marlène, ouais. Comment? Ah, tu veux que je... Bah, soit tu peux faire court, soit garder la version longue pour après. Parce qu'on va devoir se déconnecter à 30. Donc en gros, à Acter, on est beaucoup préoccupé des communs. À l'ordre du jour demain, en plan stratégique. Là, il n'y a plus de commun, alors, de toute façon. Profit maximum le plus rapidement possible. Il n'y a pas de femmes non plus. Hein, enfin, toute la production de la main-d'œuvre, c'est fondamental. Hein, ça fait partie des choses qui sont quand même essentiellement assurées par les femmes. Et puis, il n'y a pas de travailleurs immigrés non plus. Hein, donc, alors qu'il y a énormément de travailleurs immigrés qui rendent rentables ces espèces de grandes exploitations au Brésil, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, c'est quand même une gigantesque illusion qui fait globalement exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et donc, ça me gêne un petit peu de ne pas insister là-dessus, quoi, hein, sur ces questions-là. Tout ce dont on ne parle pas. Voilà, j'ai été bref. Merci. Du coup, il y a Marlène qui va devoir se déconnecter parce qu'elle a un impératif, mais bon, peut-être Robert, tu peux commencer à répondre et vous pourrez continuer à échanger, ce sera enregistré, on pourra être en contact par mail aussi. Oui, donc à propos des FAI, alors je pense que c'est très important de voir qu'on a bien un capital foncier qui se dégage de l'exploitation, du capital d'exploitation, et que dans un cas, le capital foncier, pour ceux qui en détiennent,
ils peuvent espérer un rendement de entre 1 et 3%, disons 2% à peine. Et le capital d'exploitation, les gens qui investissent espèrent bien avoir un rendement supérieur à 5%, voire 10%. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes investisseurs qui sont intéressés. Et pour le cas du ZFAI, qui a été proposé au mois de mai en France, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, il faut voir qui a intérêt. Il y a deux types de personnes qui ont intérêt à faire avancer ça. Ce sont d'abord des gestionnaires de capitaux, des gestionnaires de fonds, qui, pour diversifier, pour augmenter leur activité et tout ça, veulent créer des fonds spécifiques. Il y en a qui ont créé, il y a 4-5 ans, des fonds pour la forêt, des groupements fonciers forestiers. Et donc là, ils voulaient recopier pour mettre en place des groupements fonciers agricoles d'investissement, en sachant que les gestionnaires y ont intérêt, mais ça coûte quand même aux alentours de 1%. Donc ça veut dire que les gestionnaires récupèrent une bonne partie du rendement. Les autres personnes qui ont intérêt, ce sont effectivement les SCEA qui veulent se dégager, ne pas avoir à investir dans du foncier et pour pouvoir s'agrandir plus. Donc, ils ont besoin effectivement de porteurs de capitaux fonciers pour pouvoir s'agrandir plus facilement. Et ça peut tenir, ça peut intéresser un certain nombre d'investisseurs qui vont venir simplement pour diversifier leur patrimoine et pour profiter de défiscalisation, notamment dans la mesure où la détention de parts de GFAI peut permettre de réduire des 3/4 les droits de succession. C'est un des motifs pour ceux qui vont apporter des capitaux. Donc, c'est quand même une niche, ce serait une petite niche pour des placements. Mais effectivement, autant les gestionnaires de fonds que les SCEA peuvent être intéressés pour pouvoir s'agrandir. Je suis pas. Ceux qui se sont opposés voulaient, entre autres, que les GFAI puissent non pas accompagner l'agrandissement des SCEA, mais permettre l'installation de petits agriculteurs ou autres. Et là, les gestionnaires et tout ça n'ont pas voulu accepter cette perspective. Parce qu'effectivement, avoir des personnes qui acceptent contre défiscalisation d'installer de nouveaux agriculteurs, de les renforcer, permettre à des personnes qui n'ont pas suffisamment de capitaux de s'installer, là, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, dans le projet qui était sur la table, il n'y avait pas ce fléchage pour les installations pour renforcer les plus petites exploitations familiales. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et éventuellement, il y avait aussi Jean-Louis qui voulait peut-être faire une remarque avant la toute fin. Je ne sais pas si Sergio t'a encore une minute. Jean-Louis qui demandait aussi si c'était possible d'avoir les présentations. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos présentations. Je ne m'attendais pas à ce que les deux thématiques les deux études de cas soient aussi proches finalement l'une de l'autre, bien entendu, avec des effets d'échelle, mais c'était particulièrement intéressant. Il me semble, alors déjà, si j'étais un peu cynique, je dirais que le processus de colonisation au Brésil est une véritable réussite. C'est absolument terrible ce que l'on voit, et moi qui ne connais pas ce pays d'ailleurs, et en même temps je vois là la confirmation que les processus de titrisation foncière sont un mécanisme de dépossession
de la paysannerie et bien entendu des populations indigènes. C'est absolument terrible comme rouleau compresseur. Maintenant, je pense que ça nécessiterait peut-être des études plus fines au niveau du cas par cas. Et je me posais des questions, mais vous ne pourrez pas y répondre, on n'a pas le temps, sur les questions de l'embrigadement de l'agriculture familiale ou du travail de l'agriculture familiale dans l'agribusiness. Est-ce qu'il y a une forme d'incorporation ou de mobilisation ou d'embrigadement des formes d'agriculture paysanne, en particulier du travail paysan, dans ces filières d'agribusiness. Et en même temps, je constate aussi que l'instabilité politique du Brésil ne décourage pas les investisseurs. Et je me posais un petit peu la question par rapport à Lula, puisqu'il en est à son 3e mandat, finalement, si ce n'était pas finalement un social traître avec les mesures qu'il a prises en 2004. Donc, c'est une question ouverte, bien entendu, mais sans jugement de valeur. Par contre, je reviens sur le cas français. Je vois que le statut du fermage, finalement, n'a été une conquête, mais peut-être que d'une période, que d'un moment historique, et qu'aujourd'hui, il est bien menacé. Mais néanmoins, je pense que dans l'approche de Robert, qui est très intéressante, je me demande s'il n'y a pas aussi des formes déguisées de salariat, sous forme de salariat familial dans les sociétés agricoles, les SCEA, etc., qui permet aussi aux agriculteurs de prévoir les lendemains, en particulier le départ à la retraite, et donc d'avoir une pension de retraite peut-être plus importante que s'ils étaient agriculteurs individuels ou en agriculture familiale, mais sans statut sociétaire, quoi. Donc voilà, je me posais un petit peu cette question-là. Et puis je suis tout à fait d'accord quand même avec l'une de ses principales leçons concernant les concentrations foncières par les holdings, hein, puisque on le voit très bien en Poitou-Charentes, où j'ai de la famille là-bas, on voit très bien ces holdings financières coiffées 3, 4, 5 SCEA ou SA, avec certains qui exercent effectivement les fonctions de prestataires de services, en particulier de travaux. Il me semble néanmoins qu'il y a un point qu'il faudrait creuser un petit peu, c'est les cultures sous contrat. Dans quelle mesure les cultures sous contrat conclus avec des industriels ne transforment pas non plus les structures de production et les statuts de ces exploitations agricoles. Ça serait peut-être un point à creuser, mais ça nous amène à rentrer dans des détails qui sont peut-être difficiles à maîtriser à ce stade. Voilà, c'est juste quelques commentaires comme ça que je pourrais peut-être formuler de manière plus claire par écrit. Mais en tout cas, j'ai trouvé vos présentations très intéressantes et finalement convergentes dans les interrogations sur l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Il est 38. On avait une commande à 30. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Une remarque finale peut-être? Une remarque finale entre ce qui converge, ce qui n'est pas dit, tout ça. Je pense qu'on a bien des réflexions là ce soir. Bon, non, juste pour répondre, bon, Michel, il faut qu'on parle sur ça, parce que il faut qu'on parle sur ce thème, parce que moi, je pense que c'est un moment extrêmement stratégique pour faire la réflexion à partir des implications des changements dans l'agriculture brésilienne, mais aussi dans l'agriculture au niveau d'Europe, etc.